Nous vous licencions avec effet immédiat. La sécurité va vous raccompagner jusqu'à la sortie, déclara le fils du PDG lors de son premier jour en tant que directeur général, sans même lever les yeux de son ordinateur portable. Je remis calmement mon badge. Je veux faire les choses correctement. Dites à votre père que la réunion du conseil dans 3 heures sera intéressante. Il n'avait aucune idée que je détenais 72% de l'entreprise. Nous vous licencions avec effet immédiat. La sécurité va vous accompagner jusqu'à la sortie, répéta-t-il sans relever les yeux de son MacBook Pro. Toujours connecté à son premier appel Zoom de la journée. Le fils du PDG. Premier jour assis dans le grand fauteuil. Et moi, Chuck Patterson, 55 ans, regardant ce gamin à qui j'avais appris à lire des états financiers, tenter de détruire ma carrière en lisant un script. Pas de poignée de main, pas d'explication, seulement une représentante des RH tremblante derrière lui, comme si elle assistait à quelqu'un tentant de désamorcer une bombe avec un couteau à beurre. L'encre des papiers de sa promotion n'avait même pas eu le temps de sécher, et il voulait déjà jouer au bourreau. Bradley Patterson Jr. arborait la coupe de cheveux stylée d'un designer, son diplôme de MBA de Stanford fraîchement encadré au mur et une confiance de « disrupteur » gonflée comme un ballon lors d'une fête d'enfants. Il ne posa aucune question. Ne cligna même pas des yeux. Il se contenta de lire la ligne sur sa tablette, mot pour mot. On voyait bien que quelqu'un l'avait entraîné, probablement son père, un consultant hors de prix ou le miroir de sa salle de bain dans le bureau d'angle. Je ne bronchais pas et ne discutais pas. Je me levai simplement, ajustai ma veste et lui remis mon badge avec le calme qu'on acquiert après 28 ans dans la logistique et 6 ans dans la marine avant cela. Il croyait me licencier. Il croyait que c'était son grand geste pour « moderniser » encore point logistique. Tout ce que je dis, c'est « Je veux faire les choses correctement. Dites à votre père que la réunion du conseil dans 3 heures sera intéressante. » Puis je sortis. Je passai devant l'employé des RH en silence, devant l'agent de sécurité qui avait l'air plus perplexe qu'inquiet, et devant la photo encadrée de l'équipe fondatrice dans le hall, celle où je suis debout à côté de Bradley Senior quand nous avons ouvert le siège de Chicago en 1996. 3 heures. Voilà le temps que Junior eut entre son premier licenciement et son premier cauchemar juridique. J'imagine que pendant ce laps de temps, il a dû célébrer, peut-être même publier sur LinkedIn quelque chose sur les décisions difficiles nécessaires à la transformation digitale ou à l'optimisation opérationnelle du futur. Je parie qu'il avait déjà préparé ses hashtags. Hashtag leadership, hashtag innovation, hashtag nextgen ou toute autre formule creuse que son consultant en image de marque lui avait dit d'utiliser. Pendant ce temps, le dossier de la réunion du conseil avait déjà été envoyé. La section 12B, simplement intitulée Protocole de succession d'urgence, était enterrée dans l'accord original des actionnaires comme une mine antipersonnelle que personne ne pensait voir exploser un jour. Écrite par moi, révisée par notre service juridique, signée par chaque investisseur persuadé qu'elle ne servirait jamais. Et que se passe-t-il si la direction perd complètement la tête? La réponse. Si un cadre est licencié sans vote formel du conseil, et que ce licenciement est initié par quelqu'un sans participation actionnariale, alors toute l'autorité intérimaire est immédiatement suspendue. Le conseil doit se réunir dans un délai de 4 heures. Le pouvoir de vote revient directement à l'actionnaire majoritaire. À moi. Parce que pendant que Junior écrivait probablement son discours de victoire, j'activais ce protocole daté, signé, tamponné et remis en main propre à chaque membre du conseil, investisseur et avocat lié à encore point logistique. À la différence de son mémo de licenciement, le mien est arrivé avec confirmation de réception. Il pensait que je partirais en silence. Ce qu'il ignorait, c'est que je n'avais jamais construit ma position dans l'entreprise pour qu'elle soit visible. Je l'avais construite pour être à l'épreuve des idiots comme lui. Prétentieux, impatient, croyant que l'autorité se transmet gravée dans le nom de famille. Si ma part de participation n'apparaissait pas dans les jolis dépliants de l'entreprise ni sur la page de direction du site, c'était pour une raison. J'étais la fondation sous l'édifice, le plan B dans le dossier confidentiel, le type qu'on appelle quand les avocats encerclent et que la concurrence tente de voler nos plus gros clients. Je n'ai jamais voulu les projecteurs. Je voulais la sécurité, la stabilité et des actions. Mon Dieu, les actions. Pendant qu'ils donnaient des noms de salles de réunion aux petits-enfants des fondateurs et qu'ils offraient des plaques aux employés avec 18 mois d'ancienneté, j'acceptais d'être payé en pourcentage. Un demi-point ici, un point là. Des stock options à la place des primes. Des actions avec droit de vote plutôt qu'un joli titre.
À chaque gros contrat signé ou nouveau investisseur entrant, je négociais un petit morceau de plus. En silence. Méthodiquement. Je ne jouais pas au poker. Je construisais la table et j'imprimais les cartes. Tout a commencé quand Encore Point n'avait que 3 tables pliantes, un tableau blanc et un Bradley senior qui pensait que la conformité se réglait avec une poignée de main et un sourire. Visionnaire, bien sûr, du genre capable de voir l'avenir de la gestion de chaînes logistiques, mais incapable de se souvenir s'il avait payé la facture d'électricité ou s'il avait envoyé par erreur 50 000 $ au mauvais fournisseur. Je suis rentré, j'ai tout organisé, stabilisé nos opérations et sécurisé nos contrats. En guise de remerciement, il m'a proposé un poste de vice-président et un bureau d'angle. J'ai refusé, j'ai demandé départ de l'entreprise à la place. Tu préfères posséder les fondations plutôt que t'asseoir au dernier étage, plaisanta-t-il. Exactement, ai-je répondu. La 7e année, j'en avais déjà 18%. La 15e, 35%. Le directeur financier est parti en hurlant après une dispute concernant l'allocation du budget. J'ai racheté ces 15% avec une belle remise. Il avait besoin d'argent rapidement. Les avocats spécialisés en divorce ne travaillent pas gratuitement. Quand le frère de Bradley Senior a tenté de nous poursuivre pour violation de brevet et a lamentablement échoué, il a voulu conclure un accord privé. J'ai récupéré ces 22% restants en échange d'un accord de confidentialité blindé et de la promesse de ne plus jamais contacter nos clients. 72%. C'est là que j'ai atterri, silencieusement. Sans fanfare, sans interview, juste la propriété majoritaire dûment enregistrée auprès du secrétariat d'État du Delaware. Cachée à l'intérieur de cette participation se trouvait la section 12B, une clause que personne n'avait pris la peine de lire parce qu'on n'en avait jamais eu besoin. La section stipulait que, si un dirigeant sans participation actionnariale licenciait un membre de l'équipe fondatrice sans approbation du conseil, tous les pouvoirs exécutifs seraient suspendus jusqu'à un examen formel par les actionnaires. J'ai écrit cette clause après que le cousin du junior a essayé de licencier la moitié de l'équipe de notre entrepôt lors d'un accès d'ego pendant la préparation du budget, il y a 13 ans. C'était la dernière fois que quelqu'un touchait à une autorité qu'il n'avait pas gagnée jusqu'à aujourd'hui. Parce que ce que Bradley Junior ne comprenait pas, ce qu'on ne t'enseigne pas en école de commerce, c'est qu'hériter d'un titre ne signifie pas hériter du contrôle. Le contrôle ne se donne pas. Il ne figure pas sur une carte de visite, ni sur une plaque de bureau. Il vit dans les contrats, dans les petites lignes, dans les protocoles rédigés tard le soir avec des investisseurs paranoïaques qui voulaient savoir ce qui se passerait si l'enfant incompétent de quelqu'un était promu PDG. Eh bien, il se passe exactement ceci. Un licenciement arrogant, sans vote du conseil, sans justification, sans procédure. Juste un gamin de 29 ans, avec ses facettes dentaires toutes neuves et une signature soignée dans ses emails, entrant dans mon bureau comme s'il tournait un film de prise de contrôle d'entreprise. Il n'avait pas la moindre idée que, en lisant ce script, il venait d'activer un piège juridique qui attendait depuis 13 ans que quelqu'un d'assez stupide mette le pied dessus. Maintenant, la section 12B était active. Je n'ai pas seulement envoyé l'avis d'activation. J'ai envoyé un dossier juridique complet, déclaration d'actionnaire, répartition des parts, emails archivés avec approbation, documentation datée, copie notariée, j'ai même inclus son mémo de licenciement, avec les fautes de grammaire et la signature du service RH. On en parlera pendant des années. Parce que pendant qu'il essayait de comprendre comment accéder au parking exécutif et mettre à jour son autorisation de sécurité, le conseil d'administration lisait un document intitulé « Suspension immédiate de l'autorité exécutive, protocole de la section 12B ». Il était sur le point d'apprendre à quoi ressemble la véritable autorité. Et Bradley Senior n'avait aucune idée que son héritier venait de marcher sur une mine antipersonnelle portant le nom de la famille sur le détonateur. Mais cet appel allait venir, et personne n'allait rire. Quelque part au 12e étage, dans un bureau en verre qu'il ne méritait pas et qu'il ne comprenait pas, Bradley Patterson Jr. était probablement en train de célébrer. Le genre de célébration qui n'existe que quand on croit avoir réglé son plus gros problème alors qu'on vient en réalité de créer son pire cauchemar. Premier jour, première grande décision. Il a dû envoyer un message à quelqu'un, il est temps de moderniser cet endroit. Il s'est renversé dans son fauteuil en cuir, a ouvert son ordinateur portable et a commencé à rédiger un email à toute l'entreprise concernant des changements passionnants et une restructuration stratégique. Quelque chose sur l'importance d'embrasser la transformation digitale et d'éliminer les pensées dépassées. Il s'est arrêté au milieu de la phrase « Le leadership exige de prendre des décisions difficiles orientées vers le long terme,
sans avoir la moindre idée qu'il était sur le point de perdre à la fois le leadership et la vision. Pendant ce temps, en bas, au service juridique, les membres du conseil ouvraient un tout autre paquet. Une enveloppe scellée, de priorité maximale, estampillée. Confidentielle, activation de la section 12B. Le livreur était arrivé 25 minutes plus tôt, avait remis les paquets aux assistants exécutifs comme s'il s'agissait de citations à comparaître, puis était reparti sans un mot. À l'intérieur, une liasse de documents juridiques de 5 cm d'épaisseur. Page de couverture, section 12B, activation. Sous-titre, proposition de transition actionnariale. Sous-section, demande de réunion d'urgence du Conseil conformément au statut 8.4. Annexé, la lettre déclencheur signée, datée ce matin-là, enregistrée à 6h47 des heures avant mon licenciement. Puis, un rapport complet sur la participation actionnariale avec chaque action acquise en 28 ans, chaque transaction, chaque accord approuvé par le Conseil, un registre comptable entier avec authentification et documents étatiques vérifiés. La réaction ne fut pas immédiate. Elle fut pire. Elle fut lente. Ce genre de compréhension qui t'envahit quand tu réalises que tu n'es pas seulement dans le pétrin, tu es sur un terrain de litige et que tu ne l'as même pas vu venir. Quand l'avocat général de Bradley Senior parcourut la clause et tomba sur la phrase clé. Suspension de l'autorité exécutive après licenciement unilatéral par un nommé sans participation actionnariale. Il dit à voix haute. Oh, non. Puis, plus bas. Oh, non. Le dossier incluait aussi une exigence formelle. Le Conseil était légalement tenu de se réunir dans un délai de 4 heures. Le compte à rebours avait déjà commencé. Je m'en étais assuré. Je n'avais pas besoin d'être dans le bâtiment. La loi était de mon côté. Les contrats étaient de mon côté. La documentation était infaillible. Quand le story, commémoratif, du junior est enfin apparu sur Instagram, champagne sur le pont, première grande décision, avec un boomerang de coupe qui s'entrechoque, son nom était déjà signalé dans les systèmes internes comme l'unique responsable d'un licenciement pour lequel il n'avait absolument aucune autorité. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville et dans 2 fuseaux horaires différents, les membres du conseil annulaient des déjeuners, abandonnaient des tournois de golf et demandaient à leurs assistants de dégager entièrement l'agenda de l'après-midi. Ils n'étaient pas en colère. Ils étaient acculés. Parce que, quand la section 12B est activée, il ne s'agit plus de politique de bureau. Il s'agit de devoirs fiduciaires, de droit de vote, de conformité avec la SEC, de responsabilité personnelle. Leur nom figurait sur des documents qu'ils n'avaient pas relus depuis des années. Ce n'était pas une querelle familiale. C'était une inversion juridiquement contraignante du contrôle de l'entreprise. Et là, noir sur blanc, se trouvait le chiffre qu'ils n'avaient pas vu depuis très longtemps. 72% contrôle majoritaire. Révocation d'urgence de toutes les nominations exécutives faites dans les dernières 48 heures. Suspension immédiate de toute autorité non sanctionnée par le Conseil. Mon autorité rétablie à la seconde où la sienne serait invalidée. Le meilleur ? La clause n'était pas seulement applicable. Elle était irréversible une fois déposée. Ce détail avait été ajouté lors d'une frayeur avec des investisseurs 8 ans plus tôt. Ils voulaient la garantie que, si quelqu'un perdait la tête aux commandes, il ne pourrait pas annuler la réunion d'urgence avec des excuses paniquées et un mémo rétracté. Il n'y avait pas de bouton « Annuler ». Ainsi, pendant qu'il paradait dans le siège social avec sa checklist de « transformation d'entreprise », essayant de comprendre comment accéder au tableau financier, les chaises dans la salle du conseil étaient déjà en train d'être installées. Bradley Senior n'était pas encore arrivé, mais son téléphone avait vibré 6 fois dans la dernière heure. Les 5 premiers appels, il les avait ignorés. Le golf était sacré au Meadowbrook Country Club. Mais la 6e sonnerie fut différente, insistante, tranchante, venant directement de la ligne de l'avocat général. Il décrocha avec son grognement habituel, le cigare toujours coincé entre les dents. Ça a intérêt à être urgent, Morrison. Ce qui suivit n'était pas urgent. C'était catastrophique. J'ai besoin que vous veniez immédiatement au siège, dit la voix, tendue et professionnelle. Votre fils a signé quelque chose ce matin. Nous avons une situation. Quel genre de situation ? Demanda Bradley Senior, déjà en train de sortir du clubhouse. Le genre qui nécessite un conseil juridique d'urgence et une réunion extraordinaire du conseil dans 2 heures. Clic. Il ne termina pas la partie. Il ne salua même pas ses partenaires.
Il jeta simplement les clubs dans la voiturette et retourna au centre de Chicago en un temps record, encore en chaussures à crampons et polo de golf. À son arrivée, le service juridique l'attendait dans le hall. Le CFO aussi. 2 membres du conseil. Et une salle de conférence où personne n'osait engager la conversation. L'avocat général ne perdit pas une seconde avec des politesses. Il ouvrit sa mallette, sortit une copie du dossier et lut d'une voix neutre, professionnelle. Conformément à la section 12B de l'accord des actionnaires modifié, tout licenciement exécutif effectué par un nommé sans participation actionnariale, sans vote préalable du Conseil, entraînera la révocation immédiate de toute autorité intérimaire de direction et le transfert automatique du contrôle exécutif à l'actionnaire majoritaire, sous réserve de la réunion d'urgence. Bradley Senior resta complètement immobile. Il regardait les mots comme s'ils étaient écrits dans une autre langue. Puis son visage pâlit. Et il posa la question que tout le monde redoutait d'entendre. Qui a autorisé le licenciement de Chuck Patterson? Personne ne répondit. La salle ressemblait à une morgue. Il reposa la question, plus fort, plus désespéré. Qui diable a signé le licenciement de Chuck Patterson? Le CFO s'éclaircit la gorge, les yeux fuyant vers la directrice des RH, qui semblait à 2 doigts de vomir sur sa tablette. Finalement, l'avocat général répondit, d'un ton froid et implacable. Votre fils. Seul. Sans consultation du conseil, sans approbation des actionnaires. Le silence qui suivit était chirurgical. Bradley Senior cligna des yeux une fois. Puis une deuxième. La couleur quittant son visage comme si quelqu'un avait éteint une machine vitale. Il n'a pas l'autorité pour procéder à des licenciements, dit-il, comme si cela pouvait d'une manière ou d'une autre annuler ce qui venait d'arriver. En effet, confirma l'avocat en ajustant ses lunettes. Il a été nommé PDG par résolution du Conseil, mais il ne possède aucune participation. Son autorité est entièrement dérivée. Ce qui signifie que, d'après la section 12B, son licenciement unilatéral d'un membre fondateur est invalide et déclenche immédiatement le protocole de succession. Bradley Senior passa les 2 mains dans ses cheveux argentés, marchant de long en large, marmonnant quelque chose d'inaudible. Puis, plus fort. C'est un malentendu. Je vais lui parler. Nous allons annuler le licenciement. L'avocat l'interrompit sans pitié. Il n'y a aucune annulation possible. Le protocole est actif. Les documents ont été déposés avant le licenciement, datés, notariés et distribués à tous les parties prenantes. Vous avez exactement 2 heures avant le début de la réunion d'urgence. Mais c'est mon fils, dit Bradley Senior, la voix tremblante. Il n'est pas membre actionnaire de ce conseil, trancha l'avocat. Et, à cet instant même, il est assis dans la suite exécutive en train de planifier une restructuration pour laquelle il n'a absolument aucune autorité légale. Bradley Senior s'effondra sur une chaise comme si on lui avait tiré le siège sous le corps. Ses mains tremblaient. Ce n'était plus le fondateur sûr de lui d'un empire logistique de 450 millions de dollars, seulement un homme d'affaires vieillissant qui réalisait enfin qu'il avait confié des munitions réelles à quelqu'un qui pensait que la sécurité d'un fusil était un élément décoratif. Que se passe-t-il maintenant? Demanda-t-il, presque en chuchotant. L'avocat général referma la mallette. Vous allez entrer dans cette salle de conférence, vous allez écouter, vous n'allez pas interrompre. Et quand Chuck Patterson entrera, parce qu'il va entrer, vous vous rappellerez qu'il contrôle 72% de cette entreprise et qu'il a tout le droit légal de restructurer la direction comme il l'entend. Que Dieu nous aide, murmura Bradley Senior, plus pour lui-même que pour quiconque. Lorsqu'il se leva, lentement et péniblement, on pouvait voir la réalité le frapper comme un choc physique. Il ne m'avait jamais donné de pouvoir. J'avais pris ce pouvoir, un contrat négocié à la fois. Au cours de 28 années à bâtir quelque chose qu'il croyait être la propriété exclusive de son nom de famille. À 14h58, je pénétrai de nouveau dans encore point logistique. Même bâtiment. Même hall en marbre, avec la chronologie gravée sur le mur. Mais tout avait changé. Le garde de sécurité qui m'avait escorté dehors 3 heures plus tôt hocha la tête avec respect et me tint la porte de l'ascenseur. La réceptionniste, qui avait évité mon regard lors de ma marche de licenciement, sourit cette fois sincèrement. Salle de conférence à Monsieur Patterson. Ils vous attendent tous. Je pris l'ascenseur jusqu'au 12e étage, passai devant le bureau d'angle du junior où il parlait frénétiquement au téléphone,
probablement en train d'appeler des camarades de Stanford pour leur demander comment survivre à une prise de contrôle hostile et ouvrit la porte de la salle de conférence exactement à 15 heures. Tous les membres du conseil étaient présents. 8 visages, certains pâles, d'autres résignés, tous conscients qu'ils allaient assister à une exécution corporative. Bradley Senior était au bout de la table, semblant avoir vieilli de 10 ans en 1 heure. Sa chemise de golf chiffonnée. Ses cheveux, d'ordinaire impeccables, en désordre. L'homme qui avait bâti un empire logistique à partir de rien ressemblait maintenant à quelqu'un qui venait de se rendre compte qu'il avait confié les clés de l'entreprise à un étranger. Je ne m'assis pas immédiatement. J'ouvris ma mallette avec la même précision qu'elle m'a prise dans la marine, posai un unique document sur la table polie et déclarai clairement. En tant qu'actionnaire majoritaire d'Encore Point Logistique, je demande formellement un vote contraignant visant à annuler toutes les nominations exécutives effectuées au cours des dernières 48 heures, sous réserve d'un examen complet des actionnaires. Les mots tombèrent dans la pièce comme le coup d'un marteau de juge. Personne ne bougea d'abord. Silence absolu, le genre de silence de ceux qui savent qu'ils assistent à un moment historique. Le président du conseil, Harold Weinstein, s'éclaircit la voix et ajusta ses lunettes. Motion reçue et consignée. Cette session d'urgence est officiellement ouverte conformément au protocole de la section 12B. Ce n'est qu'à ce moment-là que je m'assis. Pas sur une chaise d'invité. Pas dans un coin quelconque. Mais sur ma chaise. Celle en tête de table, gagnée après 28 années à maintenir cette entreprise rentable pendant que d'autres jouaient au management et au slogan de mission. La plaque devant moi indiquait. Charles Patterson, actionnaire majoritaire. Quelqu'un avait préparé cela en vitesse. Bradley Jr. entra en trombe 5 minutes plus tard, le visage rouge, serrant encore son iPhone comme une bouée de secours. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi n'ai-je pas été prévenu de cette réunion? Je suis le PDG. Je le regardais directement pour la première fois de la journée. Pour de vrai. Ce gamin à qui j'avais appris à lire des états de profit et pertes, qui s'asseyait dans mon bureau pour poser des questions sur la coordination des expéditions, qui m'appelait tonton Chuck avant d'obtenir son MBA. Parce que vous n'avez aucune autorité pour convoquer des réunions d'urgence du conseil, dis-je calmement. Vous ne l'avez jamais eu. C'est là que la prise de conscience frappa. Véritablement. Le licenciement dont il était si fier, ce geste de pouvoir qu'il croyait marquer le début de son héritage en tant que leader, avait déclenché la seule chose capable de le supprimer entièrement. Il avait licencié l'actionnaire majoritaire de sa propre entreprise. La couleur quitta son visage comme si on avait tiré une prise. Mais je suis le PDG. Le conseil m'a nommé, balbutia-t-il, cherchant désespérément du soutien dans la salle. Il n'en trouva aucun. Harold Weinstein parla d'une voix ferme mais douce. Bradley, votre nomination était conditionnelle et dérivée. Vous ne détenez aucune participation. Et selon nos statuts, plus précisément la section 12B, votre licenciement unilatéral d'un membre fondateur a déclenché cette révision. C'est ridicule. S'écria Junior, la voix montant à la limite du cri. Chuck, vous ne pouvez pas vouloir détruire tout ce que mon père a construit. Je me penchai légèrement en arrière. Votre père n'a pas construit cela seul. Il l'a construit avec des partenaires. J'en suis un. Et les partenaires ne sont pas licenciés par des employés subalternes. Le vote fut appelé. Harold leva la main. Tous ceux qui sont en faveur de la révocation de la nomination exécutive de Bradley Patterson Jr. Une à une, les mains se levèrent autour de la table. Le CFO. Le directeur des opérations. Le représentant de l'investisseur principal. Et même Bradley Senior qui, après une pause suffisamment longue pour briser le cœur, leva lentement la main. 8 votes. Unanime. Junior eut l'air d'avoir reçu une gifle. Papa. Bradley Senior ne parvint pas à regarder son fils. Je suis désolé, mon garçon, mais ceci dépasse la famille. Cela concerne la survie de l'entreprise. La motion est adoptée, annonça Harold. La nomination de Bradley Patterson Jr. au poste de directeur général est officiellement révoquée, avec effet immédiat. Junior resta planté là encore 30 secondes, attendant probablement que quelqu'un change d'avis, que quelqu'un défende le népotisme plutôt que la compétence. Quand personne ne bougea, il finit par se tourner et marcher vers la porte. Au seuil, il s'arrêta et me regarda. Ce n'est pas fini, dit-il, essayant de paraître menaçant. Si, c'est fini, répondis-je.
Et cela l'était déjà. À 16h30, j'étais de retour dans mon bureau. Pas un nouveau bureau, pas une suite d'angles en guise de lot de consolation, mais mon bureau original, celui où j'avais travaillé pendant 15 ans avant qu'on ne me déplace pour faire place au laboratoire d'innovation du junior et à sa table de baby-foot. La plaque portant mon nom était déjà revenue sur la porte. Charles Patterson, président du conseil et PDG. Junior fut escorté dehors de la même manière que je l'avais été quelques heures plus tôt, mais, dans son cas, la sortie était permanente. Pas de retour dans 3 heures, pas de protocole secret à activer, seulement le garde l'accompagnant jusqu'à sa BMW, qu'il avait garée ce matin-là sur la place réservée aux fondateurs. L'ironie n'échappa à personne. Bradley Senior conserva son poste de président, désormais sous ma supervision, et non l'inverse. Il comprit la nouvelle structure. J'avais sauvé son entreprise de l'incompétence de son propre fils, et nous le savions tous les deux. Lors de notre entretien privé après la réunion, il me remercia sincèrement. J'ai laissé la famille brouiller mon jugement professionnel, admis-il. Junior n'était pas prêt. Il ne le sera peut-être jamais. Le lendemain matin, il n'y eut pas d'annonce dramatique, pas de mail corporate à toute l'entreprise concernant un changement de régime, pas de discours sur un nouveau leadership. Juste les affaires habituelles, à la différence près que, désormais, la personne qui dirigeait encore Point Logistique était celle qu'il avait toujours dirigée en pratique. Je n'avais fait qu'officialiser la réalité. Nos chauffeurs gardèrent leurs itinéraires. Nos employés d'entrepôt conservèrent leur poste. Nos clients continuèrent à recevoir leur livraison dans les délais. La seule chose qui changea fut que les décisions étaient désormais prises par quelqu'un avec 28 ans d'expérience en logistique, au lieu de quelqu'un avec 28 jours de théorie d'un MBA. Parfois, le pouvoir n'est ni bruyant ni ostentatoire. Il est patient, stratégique, et impossible à licencier. Parfois, la personne que vous sous-estimez est celle-là même qui a construit le sol sur lequel vous vous tenez. Et parfois, lorsque l'arrogance du pouvoir rencontre l'autorité conquise, la justice s'accomplit silencieusement, légalement et pour toujours. Commentaire Monsieur Reddit. Incroyable de voir à quel point certains héritiers pensent qu'un nom de famille suffit comme extension premium de compétences, n'est-ce pas? Bradley Jr. voulait transformer l'entreprise, mais la seule chose qu'il a réellement optimisée, c'est son propre licenciement. Belle leçon, on peut hériter d'un titre, mais ni du respect, ni de l'autorité, et les clauses oubliées dans les contrats mordent bien plus fort que n'importe quel MBA fraîchement encadré.